Bonjour Monsieur Guy Brice Parfait Collier-là. Donc voilà, le site Frocad IDC enfin lancé. Et donc nous souhaitons notamment vous avoir parmi les candidats qui nous ont fait quand même cette grâce de nous accorder des interviews, vu que ce site est le site de l'opposition réelle, respectable et surtout celle que tous les Congolais n'attendent qu'un résultat très positif et en clair, la libération. Pour commencer, donc, Monsieur Kolela, nous sommes à 5 jours, donc si mon décompte est bon, des élections présidentielles du 20 mars. Quelles sont vos impressions? Merci Madame la journaliste. Bon, j'ai des impressions un peu mitigées. J'ai fait la tournée de Brazzaville, de Pointe-Noire, la partie du sud du Congo. J'ai rencontré les populations en liesse qui attendent le changement, le véritable changement. Et demain, je pars dans la partie septentrionale. Ce qui m'inquiète un peu dans cette campagne, c'est le comportement des gens du pouvoir. Ce que j'ai constaté, c'est que les gens du pouvoir, ceux qui soutiennent le candidat président sortant, procèdent aux intimidations des électeurs. Ils profèrent des menaces de guerre. Si vous ne votez pas le candidat président sortant, il y aura la guerre. Et ce que nous constatons, les populations apeurées sont en train de quitter leur maison, leur quartier, pour rentrer dans les villages. Mais c'est le même clan et le même camp qui prône la paix. Alors, est-ce que c'est de quel pays il s'agit alors? Ils prônent la paix et ils passent par les intimidations pour que les électeurs, potentiels électeurs, vident leur quartier, rentrent chez eux, dans les villages. C'est extrêmement grave. Ce que j'ai constaté, c'est un comportement sournois opportuniste qui ne dit pas son nom. Avant que nous rentrions en campagne, j'avais eu vent de la rareté du carburant. De la rareté du carburant. Le carburant devait être rare. Et c'est ce qui se passe. Le pouvoir du Congo-Brazzaville a provoqué la raréfaction du carburant. Pour que nous qui n'avons pas les moyens de prendre les avions, de louer les avions, nous soyons bloqués à l'intérieur du pays. Pour que nos équipes de campagne ne soient pas mobiles. Je dis que c'est lâche. C'est lâche. Ce sont des procédés qui me rappellent le parti unique. La résurgence du monopartisme totalitaire. C'est ce que je constate. Ce que je constate, c'est que les délégués du candidat président sortant, ça donne maintenant aux injures. Ils insultent, alors que la loi est formelle là-dedans. Et je me demande où se trouve la CENI. Pourquoi elle ne sanctionne pas ces gens-là? Ces propos devraient valoir une invalidation de leur candidat. La suspension de la campagne de leur candidat. Ils déploient des banderoles qui incitent à la violence. Où est la CENI? C'est pour cela que nous avons dit que cette CENI-là, c'est une quenelle bis. L'autonomie de cette CENI, l'indépendance, n'est que de nom. Et la majorité sortante se trouve surprise. Elle est surprise que nous ayons mis en place une commission technique électorale. C'est afin de veiller à leur magouille qu'ils projettent. Parce que tenez-vous bien,
il y a déjà des votes qui se font. Les bruits qui arrivent à nos oreilles, c'est que les cartes d'électeurs sont rachetées à coups de billets de banque. Les bruits qui nous arrivent, c'est que il y a des votes qui se font dans les maisons. Ils auraient déjà multiplié la majorité présidentielle aurait déjà, le parti politique, la majorité présidentielle aurait déjà multiplié les bulletins de vote en surnombre qu'ils auraient donné à leurs partisans et qui s'adonneraient dans des maisons closes à des votes. Et c'est grave. Où se trouve la CENI? Je suis inquiet. Effectivement, cette gravité des faits concernant cette fraude déjà, qui est déjà en aval de l'élection, en aval du vin, que pensez-vous faire? Quelle est en fait votre, je ne pourrais pas dire stratégie, je dirais plutôt comment pensez-vous emmener les populations à comprendre qu'il est temps du changement, qu'il est réellement temps d'évoluer d'une certaine façon? Comment pensez-vous arriver à les emmener à cela? Le Congo est un pays qui doit évoluer dans la paix. Nous allons nous concerter dans le cadre de l'IDC FROCAD pour chercher une parade à tout cela. Je crois qu'il y a une réunion qui est prévue d'ici avant le 18. Nous allons essayer de chercher une parade à cela. Mais déjà sur le terrain, nous déployons nos communicateurs pour désamorcer tout ce qui se passe. Nous essayons de parler aux populations, de les dissuader que s'ils quittent leur maison, leur parcelle, ce sont des voix en moins. Et c'est ce qu'ils veulent, eux. C'est les faits qu'ils cherchent. Ce sont des voix en moins pour le changement qu'ils cherchent. Ils veulent le changement, qu'ils restent pour voter. Nous avons besoin de leur vote. Maintenant, si par après le 20, ils peuvent sortir, rentrer dans les villages, ils auront au moins voté. Il ne faut pas qu'ils quittent les maisons avant le 20, qu'ils votent. Et au soir, quand les bureaux de vote auront fermé, ils pourront après prendre leur courage. Pour ceux qui veulent partir, partiront au village. Mais de grâce qu'ils votent. Parce que la majorité présidentielle sortant n'attend que cela. À bout d'arguments, ils ne font que cela. Voilà. Allons sur un contexte un peu plus gai quand même, un contexte où la plupart de vos électeurs, pour certains qui vous ont déjà vu, pour d'autres qui vont vous voir bientôt, vous avez donc parcouru quelques kilomètres, donc, et là c'est pas encore terminé. Donc, au long de cette campagne, vous avez fait, en fait, quel état des lieux vous avez pu faire de la société par rapport aux infrastructures, les routes notamment on a eu vent du pouvoir en place qui en construirait 10 000 par an. Un calcul mathématique assez faussé, je pense que vous conviendrez avec moi. Les écoles, les hôpitaux, donc un peu partout. Hein, donc comment la population, comment vous l'avez trouvée? Vous les avez rencontrés? Bon, mais c'est une population qui vit dans la misère. J'ai été membre du gouvernement. Nous avons déployé une politique qui est loin, très très loin d'avoir satisfait les besoins de la population. Le Congo, c'est 42,20% du taux de chômage des jeunes, vous le savez. Le Congo, c'est 27% du taux de sous-emploi, la population active, vous le savez. J'ai été à l'intérieur du pays. Le président de la République a dit-on créer 15 usines et qu'il manquerait de la main-d'œuvre parce que c'est une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée, celle qui est congolaise. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord former les gens avant de construire les usines. Et puis, quelle aberration!
si les 15 usines qui ont été créées se trouvent à Maluku, très chaud, je crois que c'est cela. Je me trompe? Non du tout. Donc toutes les populations de tous les départements les jeunes là qui sont au chômage vont se déporter pour aller travailler à Maluku. C'est l'exode rural. Il faut créer des emplois là où se trouvent les besoins. C'est dans les départements qu'il faut créer des emplois. C'est pour cela que nous, dans notre projet de société, nous avons tablé sur la décentralisation intégrale avec 4 provinces. Et au niveau de cette décentralisation, il faut créer des emplois in situ pour éviter l'exode rural. Vous voyez un peu ces jeunes qui ont déjà femmes et enfants quitté leur village, leur département pour aller s'asseoir à Maluku, pour aller travailler. Non. C'est mauvais. Ce que j'ai vu à l'intérieur du pays, ce sont des villages exsangues. Il n'y a rien dans ces départements, il n'y a rien. Les routes. Oui, nous avons construit des routes, je ne nie pas. Mais nous avons créé du chômage. Ces routes-là, on a construit combien de routes? 3000 km de routes normalement, ce n'est pas 10 000. Routes bitumées, au moins 3000. Statistiques de PNUD, pas 10 000. Je crois que là, ils ont commis une erreur dans leur calcul. Donc, mais quand on fait le point sur tout ce que nous avons investi, quand je me réfère aux données du PNUD et de la Banque mondiale, le Congo, depuis 2005, a dépensé par an 600 millions de dollars dans les infrastructures. Mais quand on fait la somme de tout ce que nous avons pu avoir, et quand on compare avec les 5 autres pays plutôt de la sous-région, volume de ce que nous avons dépensé, de ce que nous avons reçu, les 5 pays de la sous-région, RDC, Gabon, Cameroun, Tchad, Angola, ils ont tous dépensé moins, mais ils ont eu plus en infrastructure. Mais nous avons dépensé plus, mais nous avons eu moins. Il y a de quoi se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ça, ce sont les statistiques de PNUD et la Banque mondiale. Donc oui, nous avons créé des infrastructures. Mais quand vous créez des infrastructures, c'est pour que vous booster l'économie nationale. Mais la croissance a toujours été timide. Le Congo est un pays monoproducteur. La diversification économique qu'on attendait avec les infrastructures n'était pas au rendez-vous. Regardez les villages agricoles. Où sont les villages agricoles? Où sont les villages agricoles? Les infrastructures routières aujourd'hui, qu'est-ce que ces infrastructures nous ont amené? Une croissance dans l'agriculture vivrière. Vivrière. C'est cela que cela nous a donné. Mais ça n'a pas créé des entreprises. Voilà. Quand je vois dans le domaine de la santé, c'est encore plus grave. C'est plus grave. J'ai sillonné un pays qui est exsangue. Voilà, madame, ce que je peux dire à ce niveau. Merci beaucoup. Et dans le contexte où vous êtes élu président, que feriez-vous concrètement si les Congolais qui vous font confiance, en fait, que feriez-vous concrètement si vous devenez président pour les Congolais? Bon, d'abord, si je suis élu président de la République, la première mesure que je vais prendre, c'est de convoquer les assises sur la réforme de l'État. Ces assises me permettront de revoir toutes les gouvernances administratives, économiques, législatives, judiciaires. Et marquer cela dans la nouvelle constitution. Parce qu'il faudra marquer tout cela dans la nouvelle constitution.
Donc si je suis, c'est un chantier qui me prendra 90 jours. En 90 jours, je dois boucler la réforme de l'État et demander aux Congolais de repartir aux urnes pour une nouvelle constitution. Et au niveau de l'autogouvernance administrative, je ferai tout pour qu'il y ait interconnexion entre les administrations. Il faudrait que dans ce pays, l'administration soit plus forte que le politique, comme nous le constatons actuellement. Au niveau de la gouvernance économique, je lutterai contre la corruption. La corruption, qui est la mère de tout. Au niveau de la gouvernance économique, je ferai tout pour relancer le système productif. Le Congo a une économie désarticulée. Le système productif, il n'y a pas de cohérence entre le système productif et le système éducatif. Madame la journaliste, quand je regarde, quand je vois le tableau de change intersectoriel, chez nous, il est vide. Qui produit, qui vend à qui? Il n'y a rien. Si on est dans les petits supermarchés que nous avons, les mini-markets, cherchez-moi les produits congolais, made in Congo. Il n'y en a pas. Très très rare. Parce qu'il y a une adéquation entre le système productif et le système éducatif. Dès que je serai élu, je mettrai beaucoup de centres de formation. Beaucoup de centres de formation dans les provinces. Je vous donne un exemple. Cet exemple, je l'ai pris chaque fois que j'ai sillonné les campagnes congolaises. Madame, produisons nous-mêmes la tomate en boîte ici? Il n'y en a pas. Et pourtant, on peut la produire, cette tomate en boîte. Vous savez, produisons-nous ici dans le cadre de... Quand je vois par exemple la structure des importations. Même juste une boîte d'allumettes. Il n'y en a pas. La structure des importations congolaises. Ce que nous importons le plus, c'est les pièces détachées, les véhicules, les boîtes de conserve, donc l'alimentation, ce que nous importons. Le Congo a été un pays béni. Tout pousse ici chez nous. On a toujours crié l'agriculture priorité de priorité. Où est parti l'argent de l'agriculture? Pourquoi nous n'appliquons pas les politiques de filière de production? Pour que, quand on produise la tomate, qu'on y aille jusqu'à tous les dérivés, qu'on obtienne tous les dérivés du produit de la tomate. Pourquoi, quand aujourd'hui nous allons nous lancer dans l'élevage, vous avez vu les villages agricoles, nous avons mis la charrue avant les bœufs. Nous sommes lancés dans l'élevage, mais sans pour autant penser à l'aliment du bétail. Nous devons tout refaire le tissu économique et social, le tissu productif. Donc nous allons nous concentrer dans la politique des filières de production. Je donne un exemple. Vous êtes un élève, un étudiant. Tout le monde ne peut pas être docteur. Alors vous rentrez dans les filières de production, dans les centres de formation, vous ressortez, vous avez appris à monter les pistons, à monter les radiateurs, à monter les climatiseurs, vous avez appris tout cela. Moi, dès que je serai élu, je dirai à tous ceux qui nous vendent des véhicules, je dis stop, arrêtons les importations, asseyons-nous. Je vais même vous acheter vos véhicules, mais je veux aussi que nous mettons ici chez nous les unités de montage de tous ces appareils-là. Et c'est dans ces unités-là que les Congolais iront travailler, les unités de montage. Ce qu'on a appelé en économie les contrats de franchise, de référencement, de distribution ou les contrats de sous-traitance. C'est cela. C'est ce qui a fait la force des pays de l'Asie du Sud, du Est et du Nord de l'Asie, les grands dragons économiques. C'est comme cela qu'ils se sont élevés, développés. Nous allons suivre le même chemin. Et c'est possible. C'est possible pour booster notre économie. Il faut d'abord la formation. Le président déplore cela. Non, nous avons construit 15 000, les jeunes ne sont pas formés. Il fallait d'abord commencer par cela. Mais par la charia avant les peu. Nous, on recherche opérationnel
nous avons appris tout cela. Hein? Le chemin critique. C'est cela. Quel est le chemin critique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à bon port? Sinon, on se perd en chemin. C'est ce qui se passe. Le Congo a flirté avec des budgets de 3 000 milliards, 4 000 milliards. Mais pour quels résultats? Pour quels résultats? Avec l'essoufflement des prix du baril du pétrole, nous tirons la langue. Nous sommes essoufflés parce que nous avons une économie monoproductrice. Si je suis élu, j'ai été ministre de la fonction publique de la réforme de l'État. J'ai trouvé des diplômés sans emploi. Si je suis élu, ils sont à peine 21 000 ou 25 000. Je les ai comptés déjà. Mais entre-temps, peut-être ils auraient augmenté. Mais qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui empêche au gouvernement congolais de leur donner un revenu de solidarité active, un revenu minimum pour qu'ils vivent décemment? Si je suis élu, je leur donnerai ce revenu-là. Je leur donnerai ce revenu. Si je suis élu, je donnerai une subvention aux congrégations religieuses qui sont reconnues en tant que telles. Parce que ce sont des éducateurs qui sont là pour moraliser la vie de nos citoyens. Parce que le Congo prend de l'eau, les mœurs foutent le camp. Il faut redresser tout cela. Les congrégations religieuses sont là pour la moralisation de la vie citoyenne. Mais ces congrégations religieuses mendient. Il faut leur donner des subventions pour que ces congrégations puissent contribuer à la moralisation de la vie citoyenne. Si je suis élu, voyez un peu les retraités. Il y a des retraités. Ces retraités, il y a des retraités qui ont des pensions de 18 000, 24 000, 27 000. Il faut les relever. Il faut les relever. Quand le minimum, le revenu, le SMIC au niveau de la fonction publique est à 90 000, mais un retraité qui est encore à 27 000, 28 000, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Et encore, il faut qu'il se soigne avec cet argent-là. Parce que les enfants qu'il a mis au monde, qui sont partis à l'école, qui ont fini, n'ont pas de travail pour venir en aide à leurs parents. Il faut donner des soins gratuits à ces retraités. Les fonctionnaires cotisent à la CREF et à la CNSS. À la fin de leur carrière, ils ont une retraite. Mais les commerçants là qui vendent au marché, les artisans, qui cotisent au même rythme, sinon plus que les fonctionnaires, cet argent-là, une partie de leur cotisation devait leur servir pour aller à la retraite. Donc une partie de ces cotisations devait nourrir les caisses de la CNSS, de façon à ce que, in fine, ces gens-là aussi reçoivent leur retraite. C'est une façon de sortir les gens qui sont du secteur informel, les ramener vers le secteur formel. C'est une façon de casser l'informel. Pourquoi on ne le fait pas? Moi, quand je serai président de la République, je le ferai. Je le ferai. Vous êtes une journaliste, vous êtes une jeune maman aussi. Nous sommes des parents. Nous avons des jeunes filles qui ne savent pas ce que c'est que la contraception. Est-ce que quand une jeune fille va tomber enceinte, elle tombe enceinte, elle a un bébé, elle n'a pas de revenus, elle se retrouve errante, son petit copain n'a pas de salaire, n'a pas de boulot, ses parents sont aussi dans des difficultés. Et où est l'État dans tout cela? Moi, quand je serai élu, je multiplierai les assistants sociaux dans les quartiers, dans les arrondissements. Ce sont les assistants sociaux-là qui devront s'occuper de tous ces cas. Quand je serai élu, je multiplierai les crèches. Parce que la jeune fille mère aura le temps de mettre son enfant à la crèche et puis d'aller au centre de formation que j'aurai créé pour apprendre un métier
et pour qu'elle ne soit plus désemparée dans la vie. Ça, je le ferai. La politique de proximité, c'est celle-là. Tendre la main à celui qui se noie, c'est ça. Mais l'État est absent. L'État est absent. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Nous avons construit, je reviens sur les infrastructures routières, nous avons construit des routes, 3000 km de routes bitumées. C'est bien. Mais moi, je construirais 2500 km de rails. Parce que dans une autre vie, j'ai une formation en transport international multimodal. Je sais la rentabilité du rail. Je sais. J'ai appris cela. En dehors du fait que je suis économiste industriel, j'ai d'autres atouts. J'ai appris cela. C'est pour cela que je me concentrerai sur le rail. 2500 km de rail. Je vous donne un exemple. Imaginez que je mette les rails, le chemin de fer Ntongo-Manyanga, Lumo, Boko, Luingi-Kinkala. Vous aurez le Bas-Congo, la RDC, qui constituerait un pôle de croissance et de développement pour l'évacuation des produits qui s'y fabriqueraient. C'est un grand pôle de croissance. Imaginez que je fasse le chemin de fer Brazzaville, Ngo, Gamboma, Owando, Makwa, Weso, et puis Ngo, Djambala, Lekana, et puis Zanaga, Montbello, Zanaga, jonction Zanaga-Lekana par autoroute. Vous voyez un peu la boucle, ce que ça ferait. Imaginez que je fasse le chemin, vous connaissez l'île du Diable, l'île qui est entre, après le Djoué, l'île qui est entre les deux pays. C'est une île qui appartient au Congo. Imaginez qu'on en fasse une zone franche commerciale, qu'on y fasse traverser le pont route rail, qui ferait la jonction entre les deux pays, et que ce pont route rail continue jusqu'à Komatete. Vous voyez un peu ce que ça ferait. Le dynamisme économique que ça donnerait. En face, en RDC, c'est 12 millions d'habitants, la capitale, la Kinshasa. Le Congo, c'est 4 600 000 habitants. Vous voyez un peu ce que ça ferait? Non, nous avons du travail. Nous avons du travail et je pense que je demande à nos compatriotes d'aller voter le 20 mars, d'aller voter massivement pour qu'il y ait le changement dans ce pays, pour que nous redonnons de l'espoir. De l'espoir. Et c'est ça la paix au Congo. Quand avec 42% de taux de chômage des jeunes, est-ce que le jeune est en paix? Il va aller voler. Il va aller braquer. Le Congo, c'est la corruption. Nous sommes, je crois, 152e ou 153e sur 173e ou 172e, 112 pays. Le pays le plus corrompu. C'est grave. Il faut qu'on arrête ça. Dans ce pays, quand nous serons présidents de la République, il faut que l'administration soit plus forte que le politique. Tant que l'administration ne sera pas plus forte que le politique, c'est Massamba Débat qui, je crois, qui disait que lorsque la politique empêche l'administration de tourner, le pays stagne. Il faut qu'on arrête cela. Voilà, madame, ce que je tenais à vous dire. Un point d'actualité actuellement avec la communauté internationale. La communauté internationale, pendant des mois, vous a rencontré à plusieurs reprises afin que vous puissiez ne pas appliquer la politique de la chaise vide. Mais il semble que actuellement la communauté internationale voudrait se retirer et même encourager l'annulation des élections. Comment réagissez-vous? Bon, c'est un dossier un peu compliqué. Nous nous sommes rapprochés des instances de l'Union européenne. Nous avons posé la question pourquoi ces instances n'envoyaient pas des observateurs au Congo. La réponse a été celle-ci. Nous avons voulu envoyer les observateurs au Congo. Nous avons demandé au Congo de nous adresser une petite simple correspondance
dans laquelle il demandait que nous déployions les observateurs. Depuis lors, rien ne s'est fait. Et les conditions qu'ils avaient posées de transparence ne sont pas réalisées. Et je crois que c'est ce qui a amené, d'après ce que j'ai entendu des observateurs, des instances de l'Union européenne, c'est ce qui les a conduits à décliner toute responsabilité dans ce qui se passera au Congo, parce que d'après eux, le Congo va droit à la catastrophe. Et ce que nous constatons aussi, nous constatons que les cartes de lecteurs ne sont pas distribuées. Nous constatons qu'il y a des gens qui achètent les cartes de lecteurs qui sont déjà en circulation. Nous constatons qu'il y a des intimidations, des annonces, ce que je disais en tout début de cette interview, des intimidations, des annonces à la violence, à la guerre. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Et je pense que nous devons regarder tout cela de près, prendre nos dispositions pour que le Congo ne retombe plus dans la violence, dans la violence que nous avons connue par le passé. Nous allons une fois de plus encore nous concerter au niveau de l'IDC FROCAD pour regarder quelles sont les mesures, les dispositions à prendre. Nous nous rapprocherons des instances de l'Union européenne, des instances internationales qui sont présentes à Brazzaville, au Congo, pour savoir quelles sont les dispositions que ces structures ont prises. Apparemment, il y aura un déploiement à minima ici. Ce sont les ambassadeurs, les observateurs, les observateurs qui sont sur place ici, les ambassadeurs qui vont se déployer, tout simplement. Ils n'auront pas un renfort venu de l'extérieur. Je crois que c'est cela. Mais c'est inquiétant. Dans le cas où si M. Sassou passe président au premier tour, comme il a bien affirmé, comme il ne continue que par l'affirmer, que feront les leaders de FROCAD IDC dans ce cas de figure? Nous sommes des légalistes. Notre comité technique des élections constatera, rassemblera toutes les preuves de la fraude et nous interpellerons la Cour constitutionnelle pour lire le droit. Et si la Cour constitutionnelle ne lit pas le droit, nous irons plus haut. C'est cela d'abord la première mesure. Rassembler toutes les preuves de la fraude, demander à la Cour constitutionnelle de lire le droit, et puis après nous aviserons. C'est tout. Par la suite, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous allez dans le Nord d'ici demain, et vous savez que les populations du Nord sont assez éloignées de Brazzaville par rapport à ce qui se fait ici à Brazzaville, les soucis que vous avez récemment rencontrés avec le MCDI. Pensez-vous que le Nord n'attend pas le soleil et que le Yuki sera peut-être assez difficile à apporter à ces populations qui sont assez éloignées de Brazzaville, et avec le manque de communication, comment fait-on? Non, nous avons des comités de soutien partout. Le problème, ce n'est pas le symbole. Le problème, c'est le message que nous portons. Ce n'est pas le symbole qui va voter. Les gens iront au vote d'abord par conviction pour changer. Et le message que nous portons, le projet que nous portons, c'est un projet de changement. C'est sur cela qu'ils vont se baser. Ce n'est pas le symbole. Les symboles, c'est pour nous identifier dans les urnes, c'est tout. Mais ce qui fera leur conviction, ce qui finira par les convaincre, c'est le message que nous portons. Nous avons un message de paix, nous avons un message de construction de notre pays, et je crois que ce message-là porte déjà. Il a traversé déjà tous les départements du Congo. Nous avons envoyé nos délégués, ils sont en train d'expliquer notre message.
C'est ce message-là qui fera que les gens aillent voter. C'est cela, ce n'est pas le symbole, madame. Un petit mot pour les internautes du www.frocadidc.org, ce nouveau site qui est celui donc de l'opposition respectable, l'opposition, celle que nous, peuple congolais, croyons, à qui nous avons confiance, vous qui êtes membre de Frocad IDC, un message à nos internautes, s'il vous plaît. Le prochain président sortira de l'IDC du Frocad. Qu'il relaie ce message. Le prochain président de la République du Congo, le Congo nouveau, celui du changement, sortira de l'IDC Frocad. Qu'il reste confiant. Qu'il inonde la toile de tous les messages des candidats de l'IDC Frocad. Qu'il mobilise les parents, qu'ils soient au village, qu'ils soient dans les villes. Parce que le changement passe par chacun de nous. Quand le message est relayé, par exemple le message de la peur que la majorité sortante est en train de véhiculer, si nous, IDC Frocad, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Hollande, vous êtes dans l'Europe, aux États-Unis, recontactez vos parents, transmettez le message de paix, le message du changement que les candidats de l'IDC Frocad portent. Demandez aux parents d'aller voter le changement. C'est ça ce que je demande. C'est le message que je vous transmets. Merci beaucoup.